Bienvenue sur Vie ta meilleure vie, le podcast catalyseur de ton passage à l'action pour créer ta meilleure vie. Je suis Fanny Butler et je t'invite à découvrir dans ce podcast le parcours de différentes personnes qui vivent leur best life. Tu trouveras également dans les épisodes solo des conseils actionnables tout de suite pour améliorer tous les aspects de ta vie. Si tu te sens coincé, que tu n'as pas beaucoup d'énergie, que tu n'es pas aligné et que tu ne kiffes pas ta vie, ce podcast est fait pour toi. Tu vas trouver inspiration et outils concrets pour créer ta version de ta meilleure vie. Rendez-vous tous les lundis 8h et si tu aimes le podcast, n'oublie pas de donner une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et un petit commentaire. Cela permet de transmettre le message. Bonne écoute. Bienvenue sur le podcast Vie ta meilleure vie. Alors aujourd'hui, je reçois le mec qui va scaler ton mental. En tout cas, c'est comme ça qu'il se définit sur LinkedIn, n'est-ce pas? Et si moi je dois le définir, alors de ce que j'en ressens, parce que Romain, je ne te connais pas personnellement, mais pour moi, tu es la fusion entre Simon Sinek et Tony Robbins. Alors là, tu vois, j'ai vraiment essayé d'avoir une énergie hyper haute parce que je me suis dit, oh là là, j'ai interviewé avec Romain, ça va pulser. Sacrée pression, sacrée intro. Alors, je tiens à dire, hein, le compte en banque en moins, ok. la fusion et l'audience en moins. Bon, ok. En fait, il y a peut-être des éléments. Merci, c'est flatteur. Et l'énergie, je vais essayer de me canaliser du coup pour pas trop déborder. Oh mais non, écoute, ça y est, moi je suis high up, donc let's go. Alors Romain, est-ce que tu peux expliquer pour les gens qui ne te connaissent pas qui tu es et ce que tu fais? Waouh. Soit je la fais version philosophique, qui je suis. Je suis ceci, cela. Je vais la faire version conventionnelle. Okay. Donc moi, c'est Romain Drouet. Après un long parcours dans les sports de combat et sports à haute intensité, j'ai synthétisé un petit peu tout ça, on va dire compressé, extrait injuste, qui m'a toujours animé en fait là-dedans, c'est la puissance du mental et à quel point le fait de maîtriser son mental te permettait d'aller dans de la performance physique. J'ai rencontré la PNL, tu parlais de Tony Robbins, j'ai rencontré la PNL un peu par hasard dans mon bain un soir de septembre 2019 en regardant. C'est très précis. Ouais, non mais il y a une histoire, il y a tout un storytelling derrière ça. C'est un ami qui m'a dit regarde ce documentaire, c'est génial. J'ai regardé I'm Not Your Go sur Netflix. Et moi, c'est mon truc, tu sais, je me mets dans mon bain, je me mets une série. Et là, j'ai regardé ça, je suis passé par toutes les émotions possibles, j'ai pleuré ce que j'ai pu. Et j'ai regardé ça, le lendemain, j'ai appelé un centre de formation en PNL juste à côté de chez moi, je lâchais 6500 balles et je m'inscrivais en PNL, je disais, c'est ça que je veux faire de ma vie. Et depuis, j'ai jamais lâché, je suis allé un peu plus loin, je me suis imprégné de certains speakers, tu parlais de Robbins, oui, bien sûr, dans son style un peu percutant, moi, il m'inspire beaucoup. Donc, j'essaye aussi de faire du Romain et pas que du Tony Robbins, j'ai pas envie d'être on me dit la version française de oui, non, mais en fait, j'ai envie d'être Romain, quoi. Ouais, je comprends. Donc voilà, mais en tout cas, ce qui me correspond bien, c'est ça, c'est cet outil de la PNL qui m'a donné, en fait, qui m'a permis de canaliser quelque chose que je faisais naturellement depuis toujours. Depuis toujours, je suis assez doué pour voir les émotions des gens, voir au-delà des masques. Il y a des choses que je ressens, je m'explique pas vraiment. Et la PNL m'a appris à maîtriser tout ça. Et du coup, je me mets au service de mes clients. Ok, magnifique. Et justement, par rapport à ça, donc tu parlais tout à l'heure que tu as eu une vie de combattant également. Et est-ce que, des transitions de vie, il y en a eu, mais vraiment plein. Est-ce qu'il y en a une particulièrement qui t'a le plus marqué et qui t'a le plus challengé? Pas une, parce qu'à chaque fois, en fait, ce sont des étapes. Tu vois, quand j'ai quitté le salariat pour me lancer à mon compte en tant que prof de Krav Maga en 2011, j'ai à la fois quitté la région parisienne sur un coup de tête. Je suis arrivé dans le sud, je connaissais rien. Je suis arrivé sur Montpellier, je connaissais pas. Il y avait pas de club de Krav Maga dans le centre, donc je dis vas-y, j'y vais. Ça a été un challenge, ça m'a permis d'en vivre rapidement. Donc il y a eu cette étape, tu vois, du côté ok, j'assume l'envie d'être dans une forme de liberté et de passer dans l'entrepreneuriat. Bien sûr, la transition quand j'abandonne tous mes rêves. Quand j'ai mes rêves entre les mains en 2018, que je suis au Canada, c'est un truc que j'ai mis longtemps à construire, que je l'ai et que je me rends compte que je vais être papa alors que c'était pas du tout prévu et que la vie que je voulais mener était une vie d'un mec célibataire et que là j'ai une femme que j'aime à la maison, à la maison en France, hein, moi je suis au Canada, elle est enceinte de 1 mois et demi. Et je lui ai dit, tu viens me rejoindre et je vois que la vie là-bas, ce sera pas possible. Donc, j'abandonne tout pour revenir. Je reviens, j'ai plus un rond, j'ai plus de boîte, j'ai plus rien. Il faut que je reparte de zéro. Donc, ça, c'est une transition. 9 mois, un peu moins de 9 mois après, je deviens papa. Boum, nouvelle échéance. Puis, la séparation de la mère de ma fille en janvier 2022. Bam, reclaque dans la tronche, relève-toi, recommence. Donc, il y en a pas une qui me marque
plus que les autres. Elles sont toutes symboliques d'étapes dans ma vie. Et je pourrais pas en choisir une. Parce que c'est un tout qui fait l'endroit où je suis aujourd'hui. Et alors, on va revenir justement sur toute cette évolution. Aujourd'hui, quels sont les paramètres qui définissent ta meilleure vie? C'est ce que j'appelle la boussole du kiff, en fait. C'est simplement, je fais ce qui m'anime au jour le jour. Alors, j'en parlais avec mes clients hier parce que je suis en train de faire un bootcamp en ce moment et une cliente me disait « Oui, mais Romain, tu peux pas faire que ce qui t'anime toute la journée. » Bah non, bien évidemment. Il y a des trucs dans la vie d'un entrepreneur qu'on fait, qu'on n'a pas envie de faire. Quand je parlais de mon club de Krav Maga, j'ai ouvert ça en septembre 2012, donc c'était dans une salle pas immense et on était plusieurs assos à se partager les locaux, mais c'est moi qui les utilisais principalement. Donc c'est moi qui spontanément ai dit « Ok, je fais le ménage, je cherchais pas. » Et bien évidemment, quand le samedi, tu passes 3 heures à récurer les toilettes avec... voilà, j'ai pas envie de baigner dans le pipi de tout le monde, mais je le fais quand même. Parce qu'en fait, l'environnement dans lequel ça s'inscrit, ça me porte. Je le fais pour mes élèves. Je le fais parce que j'ai envie de transmettre quelque chose. Donc, j'accepte de faire ça. Donc, c'est la boussole du kiff. Typiquement, aujourd'hui, là, on enregistre ce podcast. On est en plein mois de juillet. Ce matin, j'ai tourné pendant 1h30 des vidéos que j'ai mis en ligne pour un programme de formation. Là, j'enregistre un petit podcast avec toi. Après, je vais aller me baigner dans ma piscine tranquille. J'ai fait un barbecue ce midi. Je vais aller me relaxer. Je vais retravailler un petit peu. Je vais aller me détendre. Ce soir, j'ai 2 heures de bootcamp avec mes clients. Moi, ça me fait juste kiffer, ça. Parce que c'est la vie que j'ai choisie. Tu vois, il y a pas, waouh, il y a pas de pression. Je mène la vie que j'ai envie. Et puis, tiens, sûrement que demain, en fait, j'ai pas envie de travailler. J'irai au ciné. Et samedi, par contre, j'ai prévu une journée entière à faire de la programmation de mes posts LinkedIn. Mais parce que je le fais en conscience. Si tu veux, tout ce que je fais, ce sont des choix assumés. Et je les subis pas. Donc, le premier truc, pour moi, le paramètre d'une vie, vraiment d'une vie sur mesure ou d'une vie idéale ou d'une vie épanouissante, c'est de faire les choses en conscience parce qu'on a envie de les faire et qu'elles nous animent réellement, mais non pas parce qu'une société attend de nous qu'on fasse ça. Tu vois, je suis hyper pas régulier sur LinkedIn, mais parce que je m'en fous que l'algorithme me dise il faut poster tous les jours. Ouais, bon, je le fais quand j'ai envie et puis voilà. Et comment on fait pour s'affranchir justement de toute la pression de la société, de ce que ça devrait être? Est-ce que ça a été quelque chose de facile pour toi? On décide. On le décide et on l'assume. Je vais pas dire que c'est facile parce que j'ai subi, j'aime pas ce mot-là. J'ai une vraie philosophie de vie qui est, je me victimise pas en fait. Ok, j'ai pris des claques dans la gueule, je me relève, j'avance. Parce que se gargariser dans la médiocrité et la victimisation, ça nous fait pas avancer en fait. Ça amène rien. Oui, alors c'est bien parce que tout le monde s'apitoie sur notre ah mon pauvre petit Romain. Ouais, ok, mais ça règle pas mes problèmes, donc j'avance. Donc étant enfant, j'ai subi du rejet. Tu sais, moi je suis un surdoué non diagnostiqué. Donc je l'ai appris à 33 ans que j'étais au potentiel, etc. Et j'ai passé une vie d'échec scolaire. Quasi majorité de mes profs m'ont promis une vie d'échec. Je réussirai à rien, je suis tout bidon. J'ai subi le rejet des camarades. J'étais jamais vraiment très entouré. J'ai grandi en banlieue parisienne. Une partie de ma scolarité, j'étais entouré de racailles. Et j'essayais, tu vois, de m'inclure là-dedans, mais je me prenais des gifs. Moi, j'ai subi, si tu veux, le harcèlement scolaire, les coups à la sortie du collège. Je me suis fait tomber dessus par 30 personnes, etc. J'ai subi tout ça. Mais je m'en plains pas, j'avance. Donc, à un moment, il y a, ok, bah, je suis différent, je vais l'assumer et je vais même le revendiquer. Et tu peux m'apprécier ou pas, j'en ai rien à foutre, ça va pas définir qui je suis, en fait. Donc, pense bien ce que tu veux de moi, mais moi, j'ai envie d'être comme ça. J'ai envie d'être le Romain qui est ça. Tu vois, et donc, l'idée, c'est de se centrer sur soi, d'accepter que l'autre puisse penser ce qu'il veut. Ça ne définira pas pour autant. Tu peux m'aimer, me détester, je m'en fous. Bah, moi, je vais juste faire ce que j'ai envie de faire. Sur le papier, c'est facile. Et tu vois, encore aujourd'hui, on va pas se mentir. Il y a des fois, il y a des positions que je prends pas. Je vois des débats. Là, à l'heure où on enregistre ce podcast, il y a quelques semaines, il y avait des émeutes en France. Moi aussi, j'ai un avis sur ce qui s'est passé. Mais c'est pas pour autant que je vais forcément aller le crier sur tous les toits parce que c'est pas utile. Par contre, si dans un cercle proche, on m'en parle, bah ouais, je vais l'affirmer. Mais tu vois, à certains degrés, il y a des choses que je vais affirmer, des choses que je vais juste pas affirmer. Mais pour autant, je vais pas prétendre l'inverse. Tu vois, je vais pas essayer de devenir quelqu'un d'autre pour te plaire à toi, Fanny, ou plaire à tes auditeurs. Ouais. Donc, je suis désolé d'avance si je dis quelque chose qui vous plaît pas là pendant l'heure qui arrive. Mais Fanny, je désengage la responsabilité de Fanny. Tu t'excuses là, ça va pas du tout. Oui, bon, je m'excuse, mais sachez que je m'en fous personnellement. Vraiment. Voilà. Et justement, j'aime beaucoup. Alors moi, j'adore justement ce côté. Ben voilà, on arrête d'être une victime. Ça sert à rien. On avance. Tout ce qui s'est passé, voilà, c'est passé.
Donc, autant aller de l'avant. Mais alors, il y a un truc que j'aime bien. Comment tu fais pour gérer quand même, ressentir les émotions? Parce que le revers de la médaille de dire, voilà, il s'est passé des trucs, c'est pas grave, on fonce, c'est de pas laisser la place à, tu vois, vivre son émotion. Quand il y a une situation de merde, et ben, ça fait chier. Tu vois, et juste le dire, et juste peut-être pleurer un coup, crier un coup, peu importe, tu vois, la manière dont on va exprimer cette émotion. Comment tu fais, toi? Est-ce que tu dis non, on fait pas, ou voilà? Non, moi je l'accepte. Gères? Moi je suis un hypersensible, moi je pleure beaucoup. Ok. Devant la Reine des Neiges avec ma fille, ça m'a ému. Non mais la Reine des Neiges, c'est fabuleux. Moi, ma fille veut regarder la Reine des Neiges. J'ai jamais vu la Reine des Neiges, donc je m'assois, je regarde la Reine des Neiges. Libéré, délivré. J'avais entendu ce truc-là, ça me saoulait avant, c'est cette mélodie insupportable. Et ma fille, elle est à fond dedans. Bon, bah, bien sûr que je vais regarder ça. Et j'écoute les paroles. Putain, c'est l'histoire d'un enfant qui a un super pouvoir, mais qui a dû effacer une partie de sa personnalité pour pouvoir trouver sa place dans le monde. Le seul moyen qu'elle a d'exister, cette petite fille, c'est de s'isoler du monde et c'est de s'enfuir dans la montagne. C'est l'histoire de ma vie. Bien sûr, quand je vois ça, je pleure. Bien sûr que ça me touche. Putain. Donc, quand il m'arrive une galère, bah déjà, je l'accepte. Et j'accepte d'être bienveillant avec moi en me disant, bah là, Romain, t'as le droit d'en chier. T'as le droit d'être triste, t'as le droit d'en avoir marre. Ok, accepte-le. Prends le temps qu'il te faut. Et très, très vite, Romain, comment tu vas faire pour passer à l'étape d'après? Comment tu vas faire pour te sortir de là? Quelle que soit la galère que tu traverses en ce moment, c'est ok. Prends, tu vois, je me fais un câlin à moi-même dans ma tête, tu vois, je m'envoie beaucoup de bienveillance. Je dis, ok, mais c'est bien. Maintenant, si tu restes dans cet état-là éternellement, il se passera rien. Tu vas continuer de ressasser. Donc, comment tu peux faire pour améliorer ta situation avec l'énergie dont tu disposes tout de suite? Si c'est très, très, très difficile, c'est quoi le plus petit truc que tu peux faire qui te ferait du bien là tout de suite? Et des fois, tu vois, par exemple, la bouffe. Moi, l'année dernière, je te dis, je me suis séparé de la mère de ma fille et j'ai eu des moments très difficiles. Des moments, j'ai plus d'argent, j'ai plus rien, j'ai plus de logement. Et ben, il y a un moment, je peux pas être sur tous les fronts. Moi, je suis comme je l'ai dit, un sportif très très sportif. C'est ma vie. Intense. Ouais, c'est ça. Non, mais je pratique quasi tous les jours, etc. Il y a un moment, c'est plus possible. J'ai plus la force de me faire violence. Ben, je l'ai accepté. Et puis j'ai eu tendance à me réfugier un peu dans la bouffe. Ok, accepte-le, Romain. C'est temporaire. Tu peux pas mener toutes les batailles sur tous les fronts. Là, t'es en train de batailler pour sortir la tête de l'eau, créer du revenu, payer une école à ta fille, retrouver un logement. Ok. Et ben, si t'as besoin de bouffer, de te faire un McDo une fois de temps en temps, vas-y, c'est pas grave. C'est quoi? Tu géreras ça plus tard. Et là, tu vois, ma situation est stabilisée. Donc maintenant, eh ben, je peux remettre de l'énergie à, ok, bah vas-y, on commence à retourner au sport tranquillement, tu vois. Beaucoup de bienveillance envers soi-même. Les gens sont toujours trop durs. Et moi, on me voit comme le mec énergique qui met des coups de pied au cul. La plupart du temps, les gens qui viennent chercher un coup de pied au cul chez moi, je leur mets des grandes caresses dans le dos en leur disant, hey, cool. Si les coups de pied au cul avaient dû fonctionner avec toi, tu serais pas en train de m'en demander. D'accord? T'aurais déjà les résultats que tu veux. Donc c'est pas un coup de pied au cul dont tu as besoin. Le coup de pied au cul, il viendra dans un second temps. Mais d'abord, bienveillance envers toi-même. Si tu es en train d'en chier là, et ceux qui écoutent ce podcast, si vous êtes dans un moment difficile, juste, hey, cool, acceptez-le. On est tous des êtres humains. La vie, elle est pas linéaire. Tu vois, si tu prends la clé d'une porte, ce qui ouvre la porte, c'est pas le côté lisse, droit, il sert à rien, c'est le côté en dents de scie. C'est ça qui ouvre la serrure. Bah, c'est pareil pour ta vie, c'est les clés de l'entrepreneuriat. Ce sont les hauts et les bas qui vont faire ton parcours. Donc, quand tu es dans le moment bas, juste, cool, accepte-le, t'en chies, c'est ok. Prends le temps qu'il te faut. Et puis demain, tu te relèves, demain, tu te fixes un objectif, demain, tu dis, OK, c'est quoi la prochaine étape qui me rapproche un petit peu plus de la lumière que je vois là-bas et qui va être plus agréable. Waouh, j'adore l'image de la clé, c'est magnifique. Et est-ce que tu es d'accord avec le fait que plus on fait ça, et plus en fait le cycle d'acceptation, de relâcher son émotion, ça va aller vite en fait? Je pense que c'est une mécanique qui s'entretient comme un muscle. Tu sais, tu passes par les phases du deuil, en fait. Au début, tu as le déni, puis après la colère, la tristesse, l'acceptation, la résilience, et ensuite tu te relèves. Plus tu vas vite là-dedans, effectivement. Alors attention, ça dépend du niveau de peine. Tu vois, si moi, demain, il arrive un truc, en ce moment, il y a un truc qui m'a énormément touché ces dernières semaines, c'est la disparition du petit Émile. Moi, je l'ai pris en pleine face, tu vois, parce que, bien évidemment, mon cœur de papa se projette. Si moi, demain, il m'arrive un truc comme ça, j'ai beau faire le malin là, je sais pas comment je vais réagir. Et il se peut que je tombe très, très bas, tu vois. Donc, en gros, il y a des sujets qui vont être plus sensibles que d'autres, plus durs. Si jamais je souhaite bien évidemment, je pense que ce serait le pire truc qui pourrait m'arriver aujourd'hui, tu vois. Qu'on fasse du mal à mes proches, c'est le pire truc qui peut m'arriver, moi.
Donc, j'irai tout de suite me faire aider. J'irai voir des psys, j'irai chercher de l'aide externe parce que je sais que intérieurement, je peux pas le gérer. Par contre, toutes les galères, niveau boulot, niveau tout ça, bon, bah, j'ai les épaules, j'avance et bien évidemment, ça va de plus en plus vite. J'ai une galère avec un client, boum, ok, ça va. Donc, il y a aussi, tu vois, des contextes qui sont plus faciles que d'autres à gérer parce qu'on a de la maîtrise, parce qu'on a de l'expérience, parce que ça nous impacte plus ou moins. Puis, on n'a pas le même degré de sensibilité selon les contextes. Des choses qui vont nous toucher plus ou moins. Et là encore, bah, faut l'accepter. Et si tu as l'habitude de faire ça, bah, il y a des contextes, des galères boulot ou autres, où ça va être beaucoup plus facile de te relever. Ouais. J'adore. Mais oui, effectivement, hein, là, on parle bien de créer sa meilleure vie. Donc, c'est vraiment les décisions et comment se relever quand il y a des coups durs. Les accidents de la vie, malheureusement, c'est des choses qu'on ne souhaite à personne. Mais comme tu dis, après, se faire aider, c'est le mieux quand vraiment on sent qu'on n'y arrive pas. Ben, je vais juste rajouter un petit truc là-dessus. Il y a une partie des blessures que tu as ou de ce que tu vis qui se joue dans la partie inconsciente. Et tu ne sais, par définition, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Une aide extérieure, c'est quelqu'un qui va te permettre, tu vois, avec ses outils, de naviguer un peu dans ton inconscient ou de naviguer dans... Voilà, toi, t'as la tête dans le guidon, c'est comme si t'étais sur le Tour de France, t'as la tête dans le guidon, t'as l'effet tunnel, tu vois juste le point devant toi. Et là, tu vas avoir une personne qui va t'aider à prendre du recul et à dire, mais est-ce que tu as vu ce point-là? Est-ce que tu as vu ce point-là? Et du coup, comme tu élargis ton champ de vision, bah, tu as plus de choix dans la façon d'aborder ce qui t'arrive. Et ça fait du bien. Mais des fois, on est tellement pris par la tristesse, pris par tout ça, que bah, se faire aider, c'est aussi pas mal, tu vois. Ça permet d'avoir quelqu'un qui un peu nous décharge de ça. Ouais. Look at the big picture. J'adore. Je voudrais, Romain, qu'on reparte un petit peu justement sur ton parcours et qu'on voit un petit peu, donc, tu as eu une enfance qui était quand même assez compliquée. Qu'est-ce que tu rêvais pour le futur quand tu étais enfant? Waouh! Comme tous les enfants, j'ai eu 51 projets. Tu vois, archéologue, pilote d'avion de chasse. Pendant un moment, je voulais être éboueur, tu sais, juste pour monter derrière le camion, parce que ça avait l'air trop chouette. Mais je t'avoue que là, quand tu me poses cette question et que je reviens en arrière, finalement, je me rends compte que je me projetais assez peu. J'ai pas eu de grands rêves ou quoi que ce soit. Je vis assez dans la spontanéité, dans le moment. Tu vois, je suis un peu à cramer la chandelle par les deux bouts, à vivre intensément le moment présent parce que il peut s'arrêter trop vite. La vie, on l'a vu avec le Covid, elle bascule du jour au lendemain. Et ça fait de moi quelqu'un par exemple, qui a du mal à épargner, etc. Parce que l'argent, bah, quand j'en ai, je l'investis, je le dépense, je le fais tourner tout de suite. Parce que j'ai du mal à me projeter. J'ai comme tout le monde des objectifs. Mais le plus important pour moi, c'est que la journée que je suis en train de vivre là, elle m'anime vraiment, tu vois. Donc quand j'étais enfant, j'avais cette même philosophie, je pense. Et plutôt que de trop me projeter, je faisais en sorte de me nourrir sur le moment. Moi, comme je te l'ai dit, hein, je suis un traumatisé de l'école parce que j'y trouvais pas ma place, mais je suis un passionné d'apprentissage. Donc, quand j'étais enfant, tout ce que je voulais, c'était apprendre plein de trucs. De l'astronomie, des trucs sur la nature, sur la chimie. J'étais en CM2, j'étais passionné d'astronomie, j'apprenais l'anglais, j'apprenais tout ça, si tu veux. Donc, plus que des grands objectifs, c'était qu'est-ce que je peux ingurgiter comme connaissance là à l'instant T qui va me remplir. C'est trop chouette, j'ai appris ça. C'est ouf et c'est dommage parce que ça n'a pas du tout été repéré, en tout cas par les profs de l'époque. Et du coup, comment tu t'en sors avec cette scolarité un peu chahutée où il y a eu pas mal d'échecs? Qu'est-ce que tu fais après? Alors après, savoir que moi, je suis rentré très très vite sur le marché du travail. J'arrive fin du collège, je passe mon brevet, mais on me fait redoubler ma troisième parce qu'au final, le lycée général, bon, je peux pas y aller parce que j'ai pas les bonnes notes. Donc je finis en BEP vente. Et là, moi, aller plier des t-shirts chez Zara toute la journée, c'est pas mon truc. Donc je me fais un peu virer. En fait, je me fais pas virer. On refuse de me réinscrire parce que je passais mon temps à rigoler avec les potes. Et par hasard, je tombe dans un lycée technique, là où un ami sur Paris me dit « Ah bah moi, je me suis inscrit là. » Bon, je sais pas quoi faire, je vais aller voir. Et puis, ça me plaisait. Tu vois, on critique beaucoup. « Ouais, qui se sert de Pythagore et de Thalès? Ah, ça sert à rien. » Ben moi, je m'en servais tous les jours. Et dans ma vie de crossfitter, il y a des moments où je me suis servi de ça. Tu vois, c'est des expériences passées, je m'en servais tous les jours, la trigonométrie. Et moi, ça me passionnait. Donc, je passe qu'un BEP, mais j'ai 19,5 de moyenne aux matières techniques et j'ai mon diplôme avec 16,5. Parce que juste la boussole du kiff.
J'allais au lycée, ça m'éclatait, moi, d'être à l'atelier, de faire des trucs. Ouais. Je construisais des machins, j'apprenais des rapports d'engrenage et tout ça. Aujourd'hui, je sais encore te calculer des rapports d'engrenage, alors que bon, ça me sert à rien. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. C'est la puissance que tu développes, si tu veux, quand tu as un engrenage, donc plusieurs roues, c'est la puissance que tu développes en entrée et en sortie. Et ça se calcule au nombre de dents, au diamètre de ta roue, etc. Et donc, j'ai appris à ces trucs-là, tu vois. Et moi, j'adorais. Mais pareil, grande gueule, Romain qui refuse de se soumettre à l'autorité. Donc, à 19 ans, bah, je plus rien. Je me retrouve sur le marché du travail. Et là, un jour, je vais chez Quick, au drive, et je vois un mec à l'intérieur qui me fait rigoler parce qu'il fait des blagues à tout le monde. Je me dis, ce mec, il a l'air trop génial. Donc, j'ai envoyé un CV chez Quick pour rentrer, pour connaître ce gars-là. Et c'est devenu mes meilleurs amis. C'est pas vrai. Voilà. Et puis, j'ai fait ça une partie de ma vie. Juste, bah tiens, c'est marrant, tiens, je vais faire ça. Et en fait, de fil en aiguille, tu vois, à l'époque, je faisais du parcours. Donc, je me suis entraîné avec les Yamakasi dans les années 2000. J'ai fait partie des tout premiers à bouger sur la discipline. J'allais à Évry m'entraîner. J'ai rencontré les fondateurs de la discipline. J'ai moi-même organisé des rencontres partout en France. Et juste, ça me faisait kiffer. Donc, j'ai continué là-dedans. Et puis, du jour au lendemain, bah, ça a commencé à se populariser. On m'a proposé des tournages. J'ai eu des contrats où il y a marqué cascadeur, tu vois. Mais en fait, ça me saoulait d'être cascadeur. Je voulais juste faire ça pour le kiff. Donc, j'ai arrêté. Puis, je suis parti faire autre chose. Et un jour, je rentre dans une imprimerie. Je vois que c'est pas mal. Ça me plaît. Je m'accroche. Je me forme. J'envoie un CV au concurrent en disant oui, je sais faire ça. Je savais pas le faire. Donc, je suis allé sur Internet pendant une semaine. J'ai trouvé les documentations et j'ai appris le taf par moi-même de mon côté pour arriver le jour J et dire bah oui, regardez, je le fais. Ce que j'ai réussi à faire. Et puis, en l'espace de 6 ans, je passe du bas de l'échelle au sommet. Je dirige tout le service d'une imprimerie, service production. Je gère des équipes. Mais ça me saoule et donc en 2011, je plaque tout pour venir dans le sud. Et puis ça tombe bien, comme j'avais fait du Krav Maga pendant 5 ans, j'avais une ceinture noire, j'avais de l'expérience dans la communication. Ah oui, à 16 ans, j'ai appris à créer des sites internet par moi-même, juste pour le Donc du coup, je sais faire un site internet. Donc, on dirait que tu as une mallette d'outils. Mais d'outils de la vie, tu sais, que tu as appris soit par toi-même, soit parce que tu as eu l'opportunité sur le chemin, qui est assez incroyable en fait. Ben, moi, je me rends pas compte parce que ça fait partie de mon quotidien. Tu vois, quand tout le monde me dit, t'as eu plein de chemins de vie, bah, juste, je vis comme ça. En fait, comme je suis un curieux de nature, dès que je peux apprendre un truc, je l'apprends. Là, par exemple, je viens d'acheter une piscine à ma fille. Et j'ai eu des galères d'algues. Donc, j'ai passé une semaine à comprendre la chimie de l'eau, à comprendre, tu vois, les molécules qu'il fallait mettre dedans pour stabiliser. Et résultat, viens voir ma piscine, l'eau, elle est claire, limpide, 34 degrés, elle est au top. Donc, voilà. Chers auditeurs, si vous avez des problèmes de piscine, Romain est là pour vous aider. Non, il y a des coachs en piscine. J'ai découvert ça sur le net en regardant. Il y a des mecs qui te proposent des coachings en piscine, mais je trouve ça génial. Mais, tout ça pour dire, tu vois, j'en parlais encore hier, moi, l'offre que je propose à mes clients, c'est une offre qui est imprégnée de tout mon vécu. Pour ceux qui nous écoutaient, là, ceux qui nous écoutent à la maison, vous vous rendez pas compte, mais moi, j'ai un setup vidéo. Fanny peut le voir, il y a un éclairage particulier, il y a un micro particulier, j'ai 5 écrans devant moi, tout ça. Parce qu'en fait, oui, dans tout ça, j'ai passé aussi un diplôme de photo. Parce que j'aimais bien la photo, donc pendant 3 ans, je me suis formé à la photo. Du coup, ça me permet, si tu veux, d'apprendre les lois de la lumière, l'éclairage et tout ça. Et ce sont des choses que je transmets à mes clients quand je leur dis, bon, bah voilà, si tu veux faire un webinaire qui a de la qualité, voilà ce que tu dois mettre en place, voilà ce que tu dois faire. Et je pense que tous les entrepreneurs qui se lancent, tu vas avoir 2 catégories. C'est ceux qui vont essayer de bien faire, mais en gros, bien faire ce que les autres vont leur dire de faire, et ceux qui vont être à l'initiative d'eux. Et quand tu es à l'initiative d'eux, je vais prendre, attention, la référence, tu prends Elon Musk avec SpaceX, jamais de la vie, on pourra faire reposer un lanceur de fusée. Et le mec dit, ah ouais? Et quelques années après, boum, les fusées se reposent. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, il a accepté de faire les choses à sa sauce sans se faire influencer. Donc, tu vois, moi, je suis dans le milieu du coaching, et pour moi, tu as ce que j'appelle les coachs à encens. Donc, c'est les coachs, tu vois, qui sont dans la bienveillance, qui sont sur Insta avec de belles vignettes. Tu vois, mais ils sont tous les mêmes. Et puis, tu as le coach un peu plus épicé. Tu vois, tu prends un Franck Nicolas, tu l'entends parler. Ah, il y a des fois, même moi, il me fait grincer des dents parce qu'il est là en train de cacher son audience. Il dit, voilà, vous avez ce problème, mais si tu veux la solution, il faut payer, ma grande. Mais oui, mais vous voulez pas payer, vous êtes des radins. Donc, vous avez que des trucs de radins. Mais si tu veux payer, si tu investis pour toi, regarde, en bas, t'as un lien, tu payes l'offre, et là, t'auras... Et même moi, je vois ça, je rigole. Tu vois, je préfère quelqu'un qui va se distinguer, qui va un peu me challenger, qui va venir me chercher et me déranger sur certains trucs, plutôt que des gens tout lisses. Donc, si vous avez une expérience, faites-en une force. Faites un pot pourri de tout ça. Et c'est ce pot pourri que personne ne pourra imiter. Parce que votre vie, elle vous appartient. C'est la vôtre. Personne n'a la même.
Romain, j'ai l'impression de recevoir un coaching. Là, je suis en train de me dire, putain, mais mon setup de podcast, mais ça va pas du tout. Oh, il est bien ton setup. Romain, je vais t'appeler. Il va falloir que tu me boostes mon setup. Sarah, par le biais de qui on s'est connus, je lui ai dit, je lui ai dit, un soir, on se prend une petite heure, 1h30. Je te fais tous tes réglages audio, je t'explique comment ça fonctionne, etc. On a fait ça avec grand plaisir. Ok, génial. Rendez-vous pris. En plus, on n'est pas loin. Ça tombe bien pour une fois qu'on a quelqu'un qui est pas à Paris. Moi, j'étais là, mais est-ce qu'il faut être à Paris pour être un entrepreneur? Non. Non, tu peux être à Dubaï aussi, visiblement. Bon, et du coup, si on revient sur ton parcours, alors où est-ce que tu nous avais laissé? Tu vois, j'ai perdu le fil. Je m'accroche à tes mots. J'ouvre mon club de Krav Maga. Oui, c'est ça. Tu ouvres ton club de Krav Maga et c'est là où on est parti sur tous les outils et toutes les choses que tu as créées et que tu as étudiées tout le long de ta vie. Ouais. Et en fait, donc là, tu deviens prof de Krav Maga. Et ce qui est assez incroyable, c'est déjà un art martial il y en a un petit peu, mais il y en a pas énormément de Krav Maga. J'adore les arts martiaux, mais c'est vrai que Krav Maga, ça faisait pas partie des arts martiaux que tu pouvais pratiquer dans le sud de la France il y a quelque temps. Et ensuite, tu fais quoi alors? Qu'est-ce qui fait que tu vas laisser tomber le Krav Maga? L'envie de faire autre chose. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui me lasse. Mais je me lasse vite en fait. J'ai besoin de renouveau, j'ai besoin d'aventure. Tu sais, j'ai besoin de nourrir ma connaissance. Ouais. Donc, j'ouvre en 2012. En 2019, je deviens papa avec les rebondissements de vie dont je t'ai parlé. 2020, on prend le Covid dans la tronche. Mais attends, je t'arrête tout de suite. Tu étais au Canada, ça, on n'a pas eu l'histoire du Canada. Tu veux l'histoire du Canada? En 2015-2016, j'avais envie de m'expatrier, donc je me dis c'est quoi les opportunités que j'ai? J'ai moins de 35 ans, je regarde le PVT, c'est le permis vacances-travail. Ouais. Et pour le Canada, c'est des permis de 2 ans. Je me dis, c'est chouette. J'ai un rêve de gosse qui est de me rapprocher des studios d'Hollywood. Je suis un grand passionné de cinéma. Et avec mon bagage, je me dis, pourquoi pas tenter l'aventure côté Hollywood et devenir préparateur physique pour les figurants, les cascadeurs, tu vois. Mais non. Ça. Si, moi, je suis un vrai passionné. Je serais prêt à balayer le sol et nettoyer les chiottes d'un studio juste pour m'asseoir dans un coin et regarder les acteurs tourner. Ça, ça, je le fais, il n'y a pas de problème. Et du coup, l'un des plans, c'est de partir avec un visa au Canada, passer 2 ans sur le côté Toronto, le côté anglais, pour m'américaniser un peu, développer mon sens du business, puis ensuite essayer de me rapprocher. Donc, je passe tout un tas de formations en France pour arriver là-bas avec le plus gros bagage possible. Et en 2018, donc je finis par être certifié du Krebs de Montpellier, je passe mes certifs en CrossFit, donc j'ai quand même un bon bagage, et j'obtiens mon visa pour le Canada, et je me dis, OK, le 15 décembre, fin d'année, je pars. Donc j'ai quelques mois à préparer tout ça. Donc à l'époque, j'ai mon club de Krav Maga, j'ai monté une section de CrossFit parce que je suis passé donc coach de CrossFit en parallèle. J'ai monté une section de CrossFit dans une salle. J'ai quelques heures où je coach ici. Je vis plutôt bien de tout ça. Et moi, je suis pas. J'ai la fibre entrepreneuriale, mais on me dit une certaine générosité. Donc je pars m'installer ailleurs et je donne tout. Je revends pas, je donne tout. Je donne mon club à mes élèves, je donne mes heures à des gens que j'ai formés, je leur dis tenez, c'est cadeau, c'est on se reverra peut-être jamais, c'est pour vous. Et donc l'aventure va démarrer au mois de décembre. Et puis en fait, on est en juillet et puis une petite adhérente qui s'inscrit à mes cours, petit coup de cœur quoi. Donc donc je la drague. Voilà. Et on va boire un verre. Le premier soir, elle me dit moi, je veux une relation que sérieuse. Ok, d'accord. Écoute, on va être très sérieux. Moi, je pars vivre à l'autre bout du monde dans 6 mois. Donc, de toute façon, comme on va tomber amoureux, tu vas venir avec moi. Ok. Le premier soir, je lui dis ça. Et elle me dit, ouais, ok. Et en fait, on tombe amoureux. Et puis, elle fait une demande de visa, mais elle a pas de visa. Donc, le plan, c'est, je pars vivre au Canada. Et toi, tu me rejoins là-bas. Mais j'étais vraiment très amoureux. Et elle me dit, ok, on fait comme ça. 1er décembre, je rends mon appartement, je rends tout. J'ai 2 valises, 6 000 € sur mon compte. Et c'est parti. Donc, je vais vivre chez elle pendant 15 jours et je pars donc le 15 décembre. Et une semaine avant le départ, elle sort des toilettes. Elle est pas bien, blanche comme un cachet d'aspirine. Elle a un petit objet, un petit bâton dans les mains. Et elle me dit, oh, je suis pas bien. Et là, je regarde le petit bâton et dessus, je vois 2 traits bleus. Donc, elle est enceinte et moi, je vais devenir papa. Ok, bon, tu gardes l'enfant. C'est magnifique. C'est un signe de la vie, tu vois. C'est-à-dire, ça m'est jamais arrivé. Moi, j'ai une vie où je profite bien quand même, tu vois. Ça m'est jamais arrivé, ce genre de truc. Ou alors pas officiellement, j'en sais rien, tu vois. Mais bon. Là, voilà.
Et comment tu te sens? Est-ce que ça a été ce moment-là Je suis dans l'euphorie, moi. L'euphorie, ok. C'est magnifique. C'était une bonne nouvelle. Ouais. Mais la vie m'envoie un signe, c'est-à-dire que je suis sur le point de tout quitter, je rencontre une femme que j'aime, elle tombe enceinte, tu me rejoins au Canada, moi je vais aller travailler, je vais préparer une vie, laisse-moi juste le temps de trouver du taf et notre enfant sera canadien. Elle me dit ok, on fait comme ça, c'est parti. Ok. Donc le 15 décembre, je pars, mais c'est les montagnes russes, parce que le 14, on fait la première échographie. Donc si ceux qui ont des enfants savent ça, tu sais, tu vois le petit grain de riz sur l'espèce d'écran radar là. Et donc, waouh, t'es dans, tu sais, c'est dingue l'amour que tu ressens à ce moment-là. Et moi, 24 heures après, je suis dans l'avion. Ça pleure fort à l'aéroport. Ouais. Et là, j'ouvre ma pochette de voyage. Et en fait, elle a glissé une copie de l'écran avec un mot en bas, ne nous oublie pas. Tu vois, donc j'arrive au Canada, je suis. Mais bon, comme d'hab. T'as pas eu un moment où tu t'es dit qu'est-ce que je fous là en fait? Non, jamais. Jamais. Le seul truc que je me suis dit, c'est bouge-toi le cul. Bouge-toi le cul pour trouver du travail. Et donc j'arrive. Tout de suite, c'est un moteur. J'arrive avec le décalage horaire, 23h à Toronto. Le matin, 5h du matin, je suis en train de passer un entretien d'embauche dans une salle de CrossFit. Je viens de passer 12 heures à pleurer dans l'avion. J'ai le décalage horaire. J'ai pas parlé anglais depuis 2 ans sur le sol américain. Je te fais pas le topo de comment ça s'est passé ce jour-là. J'étais un peu fatigué. Et puis, de fil en aiguille, tu vois, les synchronicités de la vie. Tiens, il faut que je te la raconte cette histoire. Je finis par, je trouve 1 ou 2 tafs, mais pas de quoi vivre confortablement. Donc, je prends ma pile de CV. Je dis, je vais marcher dans la rue. Dès que je vois une salle de sport, je rentre. Je fais 1 salle, 2 salles, 3 salles. Toute la matinée dans Toronto, je marche, mais je désespère pas. Et puis à un moment, par hasard, je passe dans une rue, et à l'angle d'une rue, je vois, tu sais, un imprimé sur une fenêtre, des grandes vitrines, et je vois ouverture en septembre. Tu sais, d'une salle de sport. Et je me dis, ouverture en janvier, pardon. Je me dis, s'ils ouvrent en janvier, c'est dans 2 semaines, peut-être qu'ils recrutent. Donc je monte, et la personne à l'accueil m'accueille, bonjour, je peux vous renseigner. Et puis j'entends qu'elle a un accent français. Je dis, ah, mais t'es français? Elle me dit, ah oui, toi aussi, tu viens d'où? Bah, moi de Montpellier. Ah, bah, moi Toulouse. Je dis, ouais, écoute, je viens d'arriver là et je cherche du taf. Ah bon, tu fais quoi, t'es coach sportif? Bah ouais, j'ai fait le Krebs de Montpellier. Ah ouais? Mais tu connais Johan alors? Bah oui, je connais Johan, c'était mon maître de stage. Non, comment va sa femme et tout? J'étais là-bas. Le mec en face de moi vient du même endroit que moi. Et il me dit, mais t'avais pas rendez-vous? J'ai dit, non, j'avais pas rendez-vous. Ah bon? Bon, bah viens, je te fais visiter la salle. Et moi, j'ai une astuce, je peux vous la partager, qui m'a permis de retrouver du taf à chaque fois rapidement. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai passé un entretien, j'ai quasiment eu le job. Parce que quand je débarque dans un entretien, c'est le principe d'over-deliver. C'est-à-dire que je donne plus à la personne que ce pourquoi elle me fait venir. Donc là, je rentre dans la salle, je vois un peu leur plateau muscu et je leur dis, attention, là, il y a ça qui va pas, là, il y a ça qui va pas. Là, tu pourrais modifier ça, là, il y a ça. Voilà ce que tu peux. Tiens, regarde, moi, j'ai vu ça qui marche. Et le mec me regarde, me dit, mais t'es sûr qu'on n'avait pas rendez-vous? Je dis, oui, je sais, je viens d'arriver. Il dit, parce qu'en fait, on avait rendez-vous avec un coach sportif qui devait nous superviser l'activité à 14h. Il est 14h, le mec est pas là et toi, t'es là. Donc, tiens, il y a le contrat et tu commences la semaine prochaine. Wow. Et là, moi, j'ai un contrat 40 heures dans les mains, genre, mais tu vois, il manque plus que la musique, ça, in New York, c'est moi, je suis là, à Toronto, tu vois, avec ces grands tours. J'ai mon rêve américain qui commence, tu vois, je sors dans la rue, je vois des clochards qui s'embrouillent sur fond d'odeur de burger, tu sais, avec la fumée qui sort des bouches d'égout. J'y suis, quoi. Tu vois, j'y suis. Ça y est, ouais. Et donc, ça y est, l'aventure peut commencer. Et je rentre chez moi, j'ai un sourire jusque-là, j'envoie un message, ça y est, j'ai trouvé du taf. Sauf que la joie va être de courte durée parce qu'après, j'ai cherché un logement. Et c'est une des villes les plus chères du monde. Et le loyer pour un petit studio, c'est $2000 par mois. Je touchais $2600 par mois. Et là, je me rends compte que je vais pas pouvoir subvenir. Ça va pas le faire du tout. Les horaires de taf sont très compliqués, donc je peux pas être dans l'hypercentre de Toronto. La banlieue, c'est pas beaucoup mieux. Et là, je me dis, ah putain, je décortique le truc dans tous les sens. Je vois que la plupart des gens se mettent en coloc parce que c'est trop cher, mais moi, en coloc avec un enfant, c'est pas possible. Et là, ma compagne qui me dit, Romain, tu sais, si je viens te rejoindre à l'autre bout du monde, c'est pas pour que t'ailles travailler 60 heures semaine et que je te vois pas. C'est pour être avec toi. Et là, je me rends compte que ce rêve, c'était le rêve d'un mec célibataire. C'était le rêve d'un mec tout seul. Donc, je lui dis, écoute, tant pis, j'abandonne tout et je reviens. Et donc, je lâche tout 3 semaines après mon arrivée et je rentre en France, retrouver la femme que j'aime. Et je me retrouve en France. J'ai plus de club de craft, j'ai plus rien. Et je suis obligé de retrouver un travail dans une petite imprimerie payée au SMIC, le temps de remonter un business. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. C'est que le retour s'est très mal passé. Ok, pourquoi? Je suis rentré
Et il y a des choses que je ne savais pas ou que je n'avais pas compris sur la mère de ma fille, et je ne vais absolument pas détailler ici parce que c'est pas dans l'objectif de tirer à balles réelles, tu vois, etc. Il y a des éléments que je n'avais pas, que j'ai aujourd'hui compris. J'ai une part de responsabilité, etc. Mais grosso modo, j'ai subi pendant quelques temps, jusqu'à ma séparation, un véritable harcèlement psychologique, des choses qui ont remis en cause mon rôle de papa. Quand je lui ai dit qu'on allait se séparer, Romain, si tu pars, tu verras plus ton enfant, je vais lui trouver un meilleur papa que toi, etc., etc. Des choses qui ont été très dures à entendre pour le papa que j'allais devenir. Et donc, ça a été très dur de trouver ma place. Ça a été une période très difficile. Et tout ce à quoi je me suis raccroché quand je n'avais plus rien, c'était l'amour pour cet enfant qui allait arriver. Et tu vois, je t'en parle, j'ai une émotion parce que ça a été fort en moi, cette motivation. Et c'est ça qui m'a permis, si tu veux, de remonter la pente. C'était de m'accrocher à, OK, tu vas en chier pendant 3 ans. Parce que je savais que si je partais avant que ma fille ait 3 ans, je risquais de ne pas avoir la garde. Et il était hors de question que je ne participe pas à l'éducation de mon enfant. Donc, j'ai fait le dos rond. J'ai pris des coups dans tous les sens du terme. Ça a été difficile. Moi-même, il y a eu des moments où j'ai perdu pied, etc. Ça a été très violent dans tous les sens du terme. Et puis, un jour, voyant que la situation dégénérait de trop, je dis, écoute, tant pis. Il faut que je parte parce que là, je vais finir par commettre l'irréparable. Et c'est hors de question que j'en arrive là. Donc, tu sais quoi, je pars de la maison ce soir et tant pis. Tu veux me retirer mon enfant, tant pis. Tu veux me la laisser, je la prendrai. Tu veux l'abandonner, je serai là. Mais quoi qu'il arrive, je pars. Et donc, ça a été une décision très difficile à prendre. Je suis parti donc janvier 2019, le 4 janvier 2019. 3 ans, jour pour jour, après mon retour du Canada. Je suis rentré du Canada le 4 janvier 2022, je n'avais plus rien. Je suis parti de chez moi le 4 janvier, je suis rentré le 4 janvier 2019 de Toronto. Le 4 janvier 2022, je suis à la rue, j'ai 400 € dans les poches, pas un client, pas un prospect, et je sais pas où je vais dormir, je sais pas quand je revois ma fille. Waouh. Et là, une nouvelle aventure. Et donc, il a fallu tout reconstruire. Ouais, c'est quand même intense comme transition, mais c'est quand même quelque chose qui revient dans ta vie régulièrement. Bon, celle-là, c'était... je le souhaite à personne, hein. Je le souhaite à personne, vraiment. Tu vois, la force que j'ai eue là-dedans, le cadeau que la vie m'a fait, c'est que comme j'étais dans le développement personnel, etc., j'avais ce bagage. J'ai pu, si tu veux, développer le mindset qui a fait que j'ai pu tenir. J'avais les outils. Mais je comprends que tu es des papas qui craquent, qui se foutent une corde autour du cou et qui lâchent parce que c'est tellement violent, tu perds tellement tout, tu es tellement dans le doute, tu tellement rien à te raccrocher que des fois tu essaies de te raccrocher à un truc et ça se casse la gueule encore plus. Tu vois, c'est l'accumulation et puis tu prends des tirs de la personne en face des fois qui elle-même est blessée et qui elle-même vit ce qu'elle a à vivre. Tu vois, je suis pas en train de la critiquer et là, pour ceux qui entendent, vous n'avez que mon point de vue. C'est-à-dire que le point de vue, moi aujourd'hui, tu vois, je suis absolument pas en colère après cette personne parce que je comprends aussi des choses sur son histoire et c'est comme ça de toute façon. Donc aujourd'hui, j'éprouve pas de colère, j'éprouve de la tristesse, tu vois, mais je suis pas en colère. Et en fait, la vie m'a fait un cadeau à ce moment-là parce que aussi difficile que ça a été, je n'ai jamais autant travaillé et progressé que pendant cette période parce que ça a mis à rude épreuve toute la belle philosophie sur la communication non violente. Quand tout se passe bien, c'est facile. Mais quand tu as quelqu'un qui est en face de toi en train de te menacer sur ton enfant, de remettre en cause ton rôle de papa, là, c'est autre chose. Et donc, il n'y a pas un meilleur enseignement que le moment où tu es à genoux et que tu n'en peux plus. Et là, ta belle philosophie, tu as le pouvoir de la tester. Donc, ça a été très difficile, mais qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai progressé et qu'est-ce que je m'en sers aujourd'hui, tu vois. Donc, quelque part, c'est difficile, mais je suis reconnaissant à la vie d'avoir traversé tout ça. Tu vois, tout à l'heure, tu disais c'est dommage de ne pas l'avoir exploité. Je trouve pas que c'est dommage parce que si j'avais eu des facilités dans la vie, tu vois, moi j'ai 2 papas qui ont merdé. Mon premier papa, c'était un brigand qui a fait 33 ans de prison sur 66 années de vie. Il m'a abandonné tôt. Le deuxième papa que j'ai eu, c'est un beau-père qui est rentré dans ma vie à 5 ans et à partir de mes 6 ans, il m'a mis en marge de la famille. Il y avait ses filles, sa femme, et puis moi j'étais le fils de sa femme, donc ça a été dur. J'ai pas eu de papa. Mais si j'avais une vie parfaite, je serais pas capable d'avoir les propos que j'ai en face de toi. Je serais pas capable d'aider mes clients, je serais pas le papa que je suis avec ma fille. Donc en fait, c'est juste un ensemble d'événements parfaits qui m'ont permis d'être là aujourd'hui et de vivre
la vie que j'ai et d'aller me prendre un petit shoot de piscine tout à l'heure dès qu'on a fait le podcast, tu vois, le côté je tombe pas dans la victimisation, pour moi il prend ce sens-là. Je suis pas en train de dire je suis fort. Non, je suis juste en train de dire j'ai eu des difficultés, j'ai eu des bons moments et je vais accepter l'ensemble de tout ça et je vais remercier la vie parce que c'est l'ensemble de tout ça qui fait qui je suis aujourd'hui et c'est un véritable cadeau pour ma puce parce que j'essaye d'être le meilleur papa du monde, le meilleur papa imparfait. Tu vois. Ouais. C'est magnifique. Mais tu vois, une petite réflexion par rapport à ça. Parce que si tu regardes un petit peu tous les gens qui ont des vies incroyables, particulièrement, je suis beaucoup de podcasts et de personnalités américaines. Souvent, les gens qui sont incroyables, ils ont eu des difficultés incroyables, des départs incroyablement difficile, hein. Je dis pas incroyable dans le sens c'était génial, hein. Et en fait, tu vois, réflexion parce que je suis aussi maman d'une petite fille. Et souvent je me dis mais donc nous en tant que parents, on fait tout pour que nos enfants aient les meilleures possibilités, que la base elle soit la meilleure possible. Et des fois tu dis mais où est-ce que un peu d'adversité c'est bien et comment elle va être créée, cette adversité. Enfin, tu vois, trouver l'équilibre entre, t'auras le meilleur, t'auras un papa ou une maman présente et compagnie, parce que moi, j'ai quitté mon travail pour être avec ma fille. Et tu vois, avoir tout ça, cette bonne base, tout en ayant quand même du challenge. Moi, je pense, il faut que tu acceptes d'être imparfait. J'ai eu, il y a 2 ans maintenant, un prospect, un jour, une personne qui se connecte à moi, donc une jeune femme de 27 ans, avec des angoisses à répétition. Mais vraiment de grosses angoisses. Les psys n'arrivent pas à trouver. Elle me dit, peut-être que toi, avec tes outils de coaching. Je questionne un petit peu. Et elle me dit que ça fait 3 ans que ça dure, qu'elle a eu un cauchemar un jour, etc. Donc, elle m'embarque sur son cauchemar, mais je comprends pas vraiment. Et je sais pas comment on fait. Puis, on arrive sur le rôle du père, tu vois. Et je dis, et ton enfance, comment ça s'est passé? Oh non, moi, j'ai eu une enfance parfaite. Tiens, explique-moi ça. Petit red flag. Non, t'as une enfance parfaite. Pardon. Oui, mon papa, il a été parfait. Et elle me parle beaucoup de son papa. Ok, très bien, donc j'écoute. Mes parents ne se sont jamais disputés. Mon papa était très présent pour moi. Il s'est bien occupé de moi et tout ça. Ok, très bien. Et qu'est-ce qui s'est passé il y a 3 ans? Est-ce qu'il y aurait eu quelque chose? Oui, je suis parti de la maison. Et 1 an après, mon père a quitté ma mère parce qu'en fait, il avait une maîtresse. Et puis, il est parti vivre une autre vie. Et en fait, ce qui s'est passé pour cette personne-là, c'est que ce jour-là, tout ce sur quoi elle s'est construite s'est effondré. Ouais. Elle s'est construite sur l'image de parents parfaits, d'un papa parfait. Et en fait, son père trompait sa mère depuis des années. Et donc, toute sa structure s'est effondrée. Et cette personne, ses parents avaient tellement été parfaits qu'elle n'avait pas créé de résilience. Elle a créé une vie, tu vois, sans adversité. Donc, moi, aujourd'hui, je suis imparfait. Il y a des fois, je m'énerve après ma fille, je lui gueule dessus et c'est pas justifié. Bon, je m'excuse, ma puce. Papa aurait pas dû te crier dessus comme ça. J'aurais dû, dans le meilleur des mondes, réussir à gérer ma colère. J'ai pas réussi. Je suis désolé. Ça va? Oui, papa, mais je suis triste, tu sais. D'accord. Est-ce que tu veux me faire un câlin? Oui. Allez, on fait un câlin. Et voilà. Bien sûr, ma gamine, elle s'est pris des vôtres, etc. Le problème aujourd'hui, c'est bien de vouloir éduquer les enfants à l'écoute de leurs émotions. Le problème aujourd'hui, et moi que je rencontre dans cette société, c'est que oui, mais il faut pas souffrir. Tu vois, je prends l'exemple de l'inclusion. Moi, c'est quelque chose qui me hérisse le poil. Parce que à vouloir inclure tout le monde, en fait, le vrai pendant de ça, c'est quoi? C'est on ne veut pas que les gens souffrent. Et putain, ça fait partie de la vie, en fait. Moi, j'ai vécu l'exclusion, j'ai vécu ça. Mais je suis pas en train de dire aux gens, vous devez m'aimer. Non, je suis différent. Oui, je suis un petit gars, je fais moins d'1m70. Donc, dans un monde où les femmes aiment les hommes grands, je me suis fait beaucoup rejeter. Est-ce que je vais créer des associations pour les hommes qui vivent du rejet des femmes, machin, et dire c'est le patriarcat? Non, putain, c'est la vie. Tu m'as rejeté, c'est comme ça. Donc, tu vois, je vais pas faire porter à la société la charge de mes traumas et je vais accepter que ce sont tous ces rejets qui ont forgé ma résilience et c'est parce que j'ai traversé tout ça que j'ai pu me renforcer. Donc, pour recadrer un petit peu sur ce que tu dis, bien heureusement, quand tu regardes un peu ce qui se faisait dans les années 70, tu sais, les enfants à l'arrière de la voiture, pas de ceinture de sécurité, le père qui fumait à l'avant avec la clope, les fenêtres fermées. Est-ce que c'est un meilleur modèle qu'aujourd'hui? Je suis pas sûr. Mais en même temps, regarde, je pense qu'on est de la même génération, on n'en est pas mort. Regarde, dans notre enfance, quand t'avais Ségolène Royal qui est montée au créneau pour faire interdire Dragon Ball Z, parce que ça allait créer des adultes violents. Oui, c'est vrai. Mais non, moi j'ai regardé Dragon Ball Z toute ma vie et je t'assure que
Ben ouais. Et est-ce que t'as les cheveux qui deviennent jaunes quand tu t'énerves? Non, tu vois, aucun rapport. Malheureusement, non. Ben moi, j'en ai plus de cheveux, donc de toute façon, on est foutu. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'il faut arrêter de vouloir surprotéger tout le monde, les enfants, machin. Accepter qu'on fait de notre mieux, mais qu'on est aussi imparfait. Et quand t'es imparfait avec tes enfants, tu leur fais un cadeau. Parce que tu vas leur permettre à un moment de voir que le parent est pas parfait. Et tu sais ce que c'est le rôle d'un enfant dans la vie? C'est quoi? C'est de dépasser son parent. Donc, prends des stars internationales. Tu prends le fils de Gérard Depardieu. Aujourd'hui, il est mort, il s'est suicidé. Mais ce sont des gens, tu prends le fils de Delon, les fils de grandes stars, souvent sont des enfants qui rencontrent de gros problèmes. Pourquoi? Parce que identitairement, ils n'existent qu'à travers le monstre sacré qu'est le parent. Et du coup, ils n'arrivent pas à se construire. Ils portent le nom du père. Je suis le fils Hallyday, je suis le fils de Depardieu. Ouais, mais je suis aussi un tel. Mais non, en fait. On les laisse pas dépasser leurs parents. Et le but de tout enfant, c'est de dépasser son parent. Donc, quand toi, t'es imparfait, tu permets à ton enfant, dans sa construction, de se hisser au-dessus de toi. C'est un magnifique cadeau que tu lui fais. Puis après, de toute façon, la vie se chargera d'amener certains challenges de toute façon. Mais oui. C'est le principe de la vie. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, parce qu'on est une société avancée, on imagine qu'on peut rendre notre monde tout lisse. Et tout. Non, la vie n'est pas faite comme ça. Et faut, tu sais, tu connais cet adage, hein, les temps difficiles créent des hommes forts. Oui. Les hommes forts créent des sociétés, fortes. Les sociétés fortes créent des hommes faibles. Les hommes faibles créent des temps difficiles. Les temps difficiles créent, etc., etc. Et la grande théorie, c'est que là, à l'heure actuelle, comme on a tous eu, depuis la génération d'après-guerre, en fait, on a eu une vie très facile. On a créé des gens plus faibles. Et donc là, on crée des temps difficiles. Mais oui, mais les gens sont faibles aujourd'hui. Regarde, je te disais tout à l'heure sur l'inclusion et tout. Je suis pas en train de dire qu'il faut exclure des gens. Je suis en train de dire que ça fait partie de la vie. Et que, de toute façon, on peut pas tous accéder à tout, tu vois. Et il faut à un moment des sélections, il faut des normes, et puis c'est la vie, et puis c'est comme ça. Mais aujourd'hui, les gens sont complètement paumés. Quand je vois les mouvements wokistes et tout ça, sans faire de la politique, je me dis identitairement, ces gens sont quand même sacrément perdus, tu vois. Et je suis pas en train de juger du bien ou du mal ou quoi que ce soit. Je vois juste que ces gens, il y a une vraie souffrance chez eux. Donc, tu vois, et à vouloir faire porter la souffrance de ces personnes sur la société. Il y a eu des émeutes il y a quelques temps, et on est en train de dire oui, mais les pauvres, tu comprends, ils ont souffert. Ouais, je comprends qu'ils ont souffert, mais moi aussi j'ai souffert. Est-ce que je suis en train de tout brûler? Écoute, moi, donc nous on a vécu en Afrique et en Indonésie pendant des années, et j'ai beaucoup de mal. Tu vas voir. En fait, le problème c'est que si tu vois que le mal dans ta vie, c'est juste que tu vois, c'est de nouveau la vision tunnel. Tu vois très peu de choses, en fait. Et quand tu commences à augmenter comme ça l'image, tu dézoomes et tu regardes quelque chose de plus global, c'est là, c'est ce qui te permet de voir que ton standard, il est vachement bien. Il est, à l'échelle du monde, ton standard, t'es français, t'es né en France, quelle que soit ta catégorie sociale, t'as déjà une petite cuillère d'argent dans la bouche. Tu le sais pas. Oui, t'en as pas conscience. Mais tu l'as déjà. Ah, mais moi, je sais qu'on a de la chance dans mon pays. Je m'estime chanceux, et c'est vrai que c'est facile pour moi aujourd'hui d'avoir ce discours-là, parce que, mine de rien, je manque de rien. Ma vie, j'en entends dire, la vie c'est dur, mais non, je suis désolé, notre vie c'est pas dur. Même si ton business s'effondre, tu vis quand même en France. Tu vois, je vais pas trop juger parce que je sais pas ce que c'est que réellement d'être à la rue, c'est-à-dire dormir sous les ponts et avoir tout voilà. Donc je sais pas, donc je veux pas présumer de ça. Mais moi, ce que je vois, pour avoir été dans le milieu associatif, c'est quand même, on a quand même un système social qui fait que quand même t'es dans la merde, on te tend une main. C'est pas le cas aux États-Unis ou dans d'autres pays. Donc c'est vrai qu'on a quand même cette chance, et du coup on peut se consacrer à d'autres choses. Et je vais pas cracher. Et c'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial, parce que normalement ça permet à chacun de pouvoir explorer son potentiel. Tout à fait. Donc si on revient un petit peu à ton parcours, Romain, qu'est-ce que tu ressens en discutant de tout ton parcours, de tout ton cheminement jusqu'à aujourd'hui? Deux choses, de la gratitude, parce que je trouve ma vie cool, je trouve mon parcours cool dans ses difficultés, dans tout ça, et voilà. Et j'ai toujours, je vais me confier un peu, j'ai toujours su que j'avais des capacités différentes des autres. C'est-à-dire que dès le CP, je me savais plus intelligent ou plus, je le savais, et j'étais premier de la classe, et je comprenais des choses que les autres comprenaient pas, je comprenais plus vite, etc. Et puis j'ai dû gommer tout ça. Pour rentrer dans le moule, j'ai dû effacer ça. Et c'est là où mon échec scolaire en CE2 a commencé, où j'ai dégringolé, etc. Aujourd'hui, mon but,
c'est de redonner le pouvoir à des entrepreneurs pour en fait qu'ils se reconnectent à leur essence, à leur plein potentiel. C'est vraiment ça. C'est quand je vois une personne, je vois ce dont elle est capable, mais je vois aussi tout ce qu'elle s'empêche de faire. Et en fait, le fait de pouvoir m'exprimer comme ça ici, ça me permet de passer ce message et de dire mais ma vie, elle a rien d'extra en fait. Je veux dire, on est tous individuellement, on est des gens fabuleux, on a tous eu des choses, on a tous fait face à de l'adversité. Et moi, tu vois, quand ça me dérange, quand tout le monde me dit « Oh, waouh, t'as une vie, t'as fait plein de choses et tout », je trouve pas que ma vie soit fabuleuse, je trouve pas que j'ai eu de difficultés. Je veux dire, j'ai été prof de Krav Maga pendant 10 ans, j'ai aidé des femmes qui ont subi des agressions, des choses comme ça. J'ai eu des gens ruinés en face de moi. Non, je peux pas m'estimer, je peux pas dire que j'ai souffert, c'est pas, tu vois. Oui, le petit Romain, il y a eu des journées, il a pleuré, il se demandait pourquoi son papa l'aimait pas. Ouais, ok. Mais il y a eu pire, tu vois. Et donc, aujourd'hui, j'ai juste envie de dire ça, voilà. Au fond de toi, il y a un enfant à qui on a coupé les ailes, mais elles existent toujours. Et en fait, il suffit juste de voir qu'elles ont repoussé, mais que tu les as ficelées par peur. Déploie-les, vole de la plus belle manière qui soit et juste... Voilà, survole la vie, survole ce monde, élargis ton point de vue, parce que lorsque tu vas réussir à faire ça, c'est là où tu vas vivre ta meilleure vie. Écoute Romain, franchement, je crois que j'ai envie qu'on reste là-dessus parce que c'était magnifique. Est-ce que tu peux juste rappeler aux auditeurs où est-ce qu'ils peuvent te trouver sur le net ? Uniquement sur LinkedIn à l'heure actuelle parce que j'ai aucun site internet, j'ai rien du tout. Non, mais je suis un extraterrestre. C'est-à-dire que je fais du business, je vis bien de mon business, mais je fais tout ce qu'il faut pas faire, je le fais. C'est-à-dire pas de site internet, pas de machin, pas de podcast, une newsletter que j'alimente pas. Vous allez à l'heure actuelle sur LinkedIn, Romain Drouet, et ça suffira déjà amplement. Ok, eh bien je mettrai le lien dans la description du podcast. Merci beaucoup Romain, merci à toi. Merci à tous. Attendez, ne partez pas. Avant que vous éteigniez votre téléphone et que vous retourniez à vos occupations, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ? Et si vous avez un iPhone et que vous êtes sur Apple Podcast, est-ce que vous pouvez me laisser un petit commentaire ? J'adore lire vos commentaires et en plus, ça donne une grande visibilité au podcast, ce qui est indispensable pour assurer la pérennité de ce podcast. Et je vous en serai éternellement reconnaissante. Vous pouvez m'envoyer un petit message perso. Après, vous savez, je les lis et je vous réponds toujours. Merci à vous. Je sais que vous êtes des gros badass et que vous comprenez.